Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'immunité, et plus précisément on va parler d'immunité innée. Donc dans un environnement donné, un être vivant pluricellulaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cellules, il est exposé à toutes sortes de dangers qui menacent son intégrité physique. Ces dangers, ça peut être par exemple des infections provoquées par des bactéries, des virus, des champignons. Ça peut être aussi des attaques de parasites, comme par exemple des tiques, des puces, des choses comme ça. Ça peut être également des lésions suite à un traumatisme, en cas d'accident par exemple, mais ça peut venir également de facteurs beaucoup plus internes, comme la multiplication anarchique de cellules qui peuvent conduire à la formation de tumeurs cancéreuses. Et c'est le système immunitaire qui protège l'organisme contre ces différents types de dangers. En fait, chez les vertébrés, il existe deux types d'immunité qui sont complémentaires. Il y a l'immunité innée et l'immunité adaptative. Alors, on va comparer rapidement les deux. Alors, l'immunité innée, elle est génétiquement héritée, ça veut dire qu'en fait, elle est transmise de génération en génération. Elle est fonctionnelle dès la naissance, elle est opérationnelle dès les premiers jours de la naissance de l'individu. Son action est rapide et c'est une action qui est peu spécifique. Ça veut dire que l'agresseur n'est pas reconnu très précisément. Alors, l'immunité adaptative, elle, au contraire, elle est très spécifique, c'est-à-dire que l'agresseur est reconnu très précisément, et elle se construit et elle évolue tout au long de la vie, ce qui n'était pas le cas avec l'immunité innée. Mais on étudiera ce type d'immunité dans un autre tutoriel. Alors nous, on va se concentrer pour l'instant sur l'immunité innée, et on va essayer de comprendre comment agit ce type d'immunité pour protéger l'organisme. Alors le mieux c'est de prendre un exemple. Imaginons la situation suivante de quelqu'un qui aurait une épine au niveau du doigt. Donc la première réaction qu'on va pouvoir observer, c'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire, elle a un certain nombre de symptômes, comme par exemple la douleur, la chaleur, une rougeur et un gonflement au niveau du doigt. Et donc on va pouvoir observer ce qu'on appelle un œdème. Alors j'ai représenté sur le schéma que vous avez sous les yeux une coupe de peau justement au niveau de cet œdème. Alors vous avez des cellules, vous avez des vaisseaux sanguins, et l'ensemble forme le tissu de la peau. Alors on va revenir sur les symptômes de l'œdème, et notamment la douleur. Quand l'épine entre dans la peau, vous avez les cellules qui sont à proximité de la lésion qui vont sécréter ce qu'on appelle les prostaglandines. Les prostaglandines, c'est des molécules qui vont circuler entre les cellules de la peau et qui vont arriver jusqu'à des récepteurs qu'on appelle des nocicepteurs, qui vont générer un influx nerveux qui va ensuite se propager tout le long de la fibre nerveuse et arriver jusqu'au cerveau. Et ensuite, le cerveau va interpréter cet influx nerveux comme un message douloureux. Il y a aussi d'autres symptômes associés à la réaction inflammatoire, comme par exemple la rougeur, mais aussi la chaleur. Alors la chaleur, on peut la ressentir, mais on peut aussi l'observer à l'aide d'une caméra infrarouge. Vous voyez ici au niveau de l'œdème que la quantité de chaleur est plus importante. On peut expliquer ces symptômes en constatant une augmentation de taille des vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle une vasodilatation. Cette vasodilatation, elle va entraîner un afflux de sang supplémentaire vers les organes et une sortie de plasma sanguin. Le plasma, c'est la partie liquide du sang qui va se retrouver dans les tissus. Et c'est ce qui va expliquer le gonflement de l'œdème. Si on compare en microscopie des tissus sains avec des tissus infectés, on se rend compte qu'il existe des cellules caractéristiques de la réaction inflammatoire. Ces cellules, c'est ce qu'on appelle des leucocytes ou des globules blancs. Ces leucocytes, ils sont présents dans les tissus, mais aussi dans la circulation sanguine. Alors dans les tissus, on va avoir par exemple des macrophages, des cellules dendritiques, des mastocytes, et dans la circulation sanguine, on va avoir des granulocytes et des monocytes. Alors quand l'épine rentre dans la peau, elle va entraîner avec elle des éléments étrangers comme par exemple des bactéries. Ces bactéries, elles vont être reconnues par les globules blancs, par les leucocytes et notamment par les macrophages. Cette reconnaissance, elle va être possible car il existe des motifs moléculaires à la surface des bactéries. D'ailleurs, ce sont des motifs moléculaires qui sont communs à de nombreux éléments pathogènes. Et ces motifs moléculaires vont être reconnus par des récepteurs membranaires qui sont présents au niveau de la membrane du macrophage. Alors, une fois la reconnaissance établie, le macrophage va émettre ce qu'on appelle des médiateurs chimiques, comme par exemple des interleukines, ce qui va permettre la communication entre les cellules du système immunitaire, et notamment avec les granulocytes qui circulent dans les vaisseaux sanguins. Sous l'effet des interleukines, les granulocytes
vont être activés et vont être attirés vers la zone infectée. Ils vont même être capables de sortir du vaisseau sanguin en se faufilant entre les cellules du vaisseau sanguin par un phénomène qu'on appelle la diapédèse, ce qui va permettre au bout d'un certain temps d'avoir une grande quantité de granulocytes présents à proximité de la zone infectée. Alors au moment de la réaction inflammatoire, il n'y a pas que les macrophages qui émettent des médiateurs chimiques, il y a aussi les mastocytes qui vont émettre de l'histamine en quantité massive, et c'est ça qui va provoquer la vasodilatation des vaisseaux sanguins, et donc l'afflux de nouvelles cellules de l'immunité, et ça va également favoriser le phénomène de diapédèse. Les monocytes circulant dans les vaisseaux sanguins vont eux aussi être sensibles aux interleukines, et donc ils vont être attirés vers la zone infectée. Ils vont être également capables de sortir des vaisseaux sanguins par le phénomène de diapédèse et de se différencier ensuite en macrophages qui vont à leur tour détecter les agents infectieux. Alors tous ces événements vont permettre le recrutement et l'action des cellules du système immunitaire. On va voir maintenant comment justement agissent les cellules du système immunitaire pour neutraliser ou éliminer un agent pathogène. Dans l'immunité innée, il existe un phénomène qu'on appelle la phagocytose qui va permettre de neutraliser et d'éliminer l'agent infectieux. Cette phagocytose est réalisée par différentes cellules comme par exemple les granulocytes, les macrophages et aussi les cellules dendritiques dont on reparlera un peu plus tard. Alors prenons l'exemple des macrophages pour expliquer les différentes étapes du phénomène de la phagocytose. Alors, comme on l'a dit précédemment, au départ, il va y avoir un phénomène de reconnaissance entre ici la bactérie, ou plus précisément les motifs moléculaires présents à la surface de la bactérie, et les récepteurs membranaires du macrophage. Cette première étape, c'est ce qu'on appelle l'adhésion. Ensuite, on va avoir différentes structures cellulaires qui vont intervenir dans le phénomène de phagocytose, et notamment l'appareil de Golgi, qui produit des enzymes digestives capables d'éliminer l'élément pathogène, et justement on va voir comment. Après la phase d'adhésion, on va avoir une phase d'ingestion où la membrane du macrophage va se déformer et va permettre à la bactérie d'être ingérée à l'intérieur d'une vacuole de phagocytose. Cette vacuole va ensuite fusionner avec les vésicules remplies d'enzymes digestives, c'est la phase de digestion. À ce moment-là, les enzymes vont dégrader l'élément pathogène, ici la bactérie, de manière à le neutraliser. Et ensuite, les débris de l'agent infectieux vont être expulsés vers l'extérieur. C'est la phase de rejet des déchets. Alors, dans certains cas, l'immunité innée n'est pas suffisante pour éliminer certains pathogènes. Et c'est là que va intervenir en plus un autre type d'immunité, c'est ce qu'on appelle l'immunité adaptative. Et cette immunité adaptative peut être activée dans certains cas par le biais de la phagocytose. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, il n'y a pas que les macrophages qui sont capables de faire la phagocytose, il y a aussi les cellules dendritiques dont on a parlé précédemment, qui possèdent également à leur surface de leur membrane des récepteurs qui sont capables de reconnaître les bactéries, ce qui va permettre d'amorcer le mécanisme de la phagocytose. Une fois la bactérie ingérée dans une vacuole de phagocytose, elle va être digérée et elle va fusionner avec des vésicules contenant des molécules du CMH. Le CMH, c'est ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité. Ce sont des molécules à la surface des cellules, et notamment à la surface des cellules dendritiques. Lorsque la vacuole et la vésicule fusionnent, les molécules du CMH vont s'associer à des fragments de la bactérie. Ensuite, l'ensemble va rejoindre la périphérie de la cellule, fusionner avec la membrane plasmique, et les molécules du CMH qui sont associées à des fragments de bactéries, qu'on appelle des antigènes, vont se retrouver à la surface de la membrane plasmique de la cellule dendritique, et donc l'antigène va se retrouver exposé par les molécules du CMH à l'extérieur de la cellule. Les macrophages sont capables de faire exactement la même chose, et donc les macrophages et les cellules dendritiques sont ce qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes. On parle parfois aussi de CPA. Alors, les cellules présentatrices d'antigènes se déplacent ensuite vers les ganglions lymphatiques. Ces ganglions lymphatiques sont présents à différents endroits du corps, notamment sous les aisselles, mais aussi au niveau de l'aine, mais encore à plein d'autres endroits. Ces ganglions lymphatiques sont en fait des réservoirs de lymphocytes T. Les lymphocytes T, ce sont d'autres types de leucocytes qu'on étudiera plus en détail quand on étudiera l'immunité adaptative. Quand les cellules présentatrices d'antigènes arrivent au niveau des ganglions lymphatiques, elles vont être mises en relation avec les lymphocytes T.
Les lymphocytes T sont capables de reconnaître l'antigène associé aux molécules du CMH, ce qui va provoquer leur sélection et leur activation. De cette manière, les cellules présentatrices d'antigènes vont être capables d'amorcer l'immunité adaptative qui va contribuer à l'élimination de l'élément pathogène, mais on verra ça dans un autre tutoriel. Voilà pour ce petit tuto. Alors si tu veux aller plus loin, je peux t'aider à réussir tes contrôles continus et tes examens. Il te suffit de t'inscrire à mes emails privés en cliquant sur le premier lien en description. Tu recevras gratuitement des emails avec des conseils pratiques que tu ne trouveras sûrement jamais ailleurs. Dans ces emails, je vais t'aider à réviser, à t'organiser, à être plus efficace dans ton travail. Bien sûr, tu peux te désinscrire à tout moment. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. On se retrouve très vite dans ta boîte mail. À très bientôt.